Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le CQFR. Aujourd'hui, pas de match à débriefer puisque c'est la première fois depuis je sais même plus combien de temps maintenant qu'il n'y avait pas de match la nuit dernière. Il y avait quand même des infos intéressantes à noter. Shai, je te propose qu'on parte tout de suite du côté des Clippers où il y a eu une re-signature, une prolongation de l'un des éléments les plus importants de cette équipe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, dit comme ça aurait pu être Paul George, vu que la situation, la signature, pardon, est attendue depuis pas mal de temps quand même. Mais ça traîne toujours et ce sera pas résolu immédiatement. Mais hier, Tyronn Lue a prolongé son contrat. Les Clippers l'ont verrouillé. Il y avait quelques rumeurs d'un intérêt des Lakers, même d'autres équipes. Et finalement, il a signé un deal assez costaud, 70 millions de dollars sur plusieurs saisons. Et ça fait de lui l'un des entraîneurs les mieux payés de la ligue, derrière Greg Popovich, Steve Kerr et Eric Spoelstra, qui sont tous au-dessus de 15 millions de dollars la saison. Je pense qu'on est assez d'accord pour dire que c'est une signature qui est logique, qui est assez méritée, parce que Tyronn Lue, ça a été un peu une constante positive chez des Clippers pour lesquels il y a eu des tonnes de rebondissements, de blessures, de déceptions. Depuis qu'il est là, je trouve que Tyronn Lue est... Bah, on le pensait, alors, je dis pas qu'on le trouvait surcoté ou quoi, hein, mais on n'avait pas forcément, on le mettait pas forcément dans les top coachs quand il était à Cleveland. Et depuis qu'il est arrivé aux Clippers, je trouve il fait vraiment un excellent travail. Et finalement, c'est assez mérité de le voir signer pour 5 ans, 70 millions de dollars. Et ça donne une certaine assurance au coaching aux Clippers. Ouais, bah je suis d'accord avec toi, c'est dans la logique, hein, c'est l'un des tout meilleurs entraîneurs actuels en NBA. Sa spécificité, je trouve, c'est qu'il arrive à être à la fois vu et perçu par les joueurs comme étant un player's coach, un Mm. coach pour lequel les joueurs ont vraiment envie de jouer, et en même temps, je pense que c'est l'un des meilleurs en fait sur les ajustements, même si bon, la campagne de playoffs des Clippers s'est arrêtée tôt cette saison, mais je trouve que globalement, c'est quand même l'un des meilleurs sur les ajustements. Il suffit de voir effectivement ce que tu disais, comment il a réussi à garder cette équipe des Clippers à flot sans vraiment savoir même d'un jour sur l'autre quel joueur il pourrait avoir à disposition. Voilà, donc resignature logique, on la sentait venir clairement, sa volonté et son envie voilà, Ouais. d'être prolongé et d'avoir un contrat conséquent. Il y avait, alors c'était un petit peu en rigolant, mais il est arrivé en conférence de presse le soir où Spo avait signé son énorme contrat avec Miami en rigolant en disant ça va pour Spo, la vie est plutôt cool. Tu sentais que c'était voilà, que c'était sourire en coin, mais qu'il y avait quand même un message derrière. Vu les objectifs qui sont ceux des Clippers, qui sont même un petit peu déconnectés finalement du terrain, c'est-à-dire qu'ils Ouais. vont rentrer dans leur toute nouvelle salle qui a coûté une somme folle, donc il leur faut une équipe qui sera au minimum compétitive pour remplir la salle, partir sur les bonnes... comment dire, partir sur la bonne voie. Et je pense que d'avoir prolongé Spo, c'était vraiment la meilleure option pour eux. Donc ouais, Ouais, ouais. d'une part c'est une logique, en même temps je trouve ça très bien au vu de tout ce que tu as dit, Shai. Ouais, bah, même s'il y a toujours l'inconnu Paul George, la priorité, et ils l'ont dit lors de la conférence de presse pour confirmer la prolongation de Tyronn Lue, la priorité, c'est d'avoir une équipe un peu compétitive à présenter dans la nouvelle salle, parce que enfin, il y aurait une espèce enfin, ce serait très curieux d'arriver dans une salle la plus folle des États-Unis quasiment, avec une équipe qui est là pour tanker ou en reconstruction. Donc, la priorité, c'était de re-signer Kawhi, puis Tyronn Lue. Paul George, c'est toujours en discussion. On sait que c'est en tractation. Ils ont aussi dit qu'ils espéraient faire signer un nouveau contrat à James Harden. Donc, les Clippers misent encore sur leur équipe jusqu'au bout, sur le noyau de joueurs qu'ils ont essayé de former depuis quelques années, plus James Harden, et sur Tyronn Lue oui, que je le répète, pour moi, c'est une assurance d'un minimum de compétitivité. Euh, il connaît bien les joueurs, il connaît le contexte. Ça me paraît finalement assez logique. Ouais. Ouais, c'est clair, tu dis ouais, il continue de miser. Là, je me demande quand même en interne quel est le vrai Ouais. objectif sportif, parce que on a quand même le sentiment que le train est passé pour cette équipe, que ça sera, enfin, que là l'objectif c'est avant tout d'être suffisamment compétitif pour continuer à fédérer la fanbase voilà, que le club a C'est réussi à ça. créer ces derniers temps malgré tout. Mais je sais pas si les objectifs sont aussi élevés que ceux qui étaient à l'origine. Ça va être très compliqué, mais de toute façon, ils sont obligés de vendre le truc comme ça, hein. Ils sont obligés de mettre Kawhi, Paul George, Harden sur toutes les photos de présentation de la saison. Enfin, c'est obligé. C'est un peu mourir avec leurs idées, mais quelque part, je respecte un peu. Ils se disent, allez, il y a un moment où ça va passer. Et en même temps, ils n'ont pas trop le choix parce que sinon, ça implique de repartir pas de zéro, mais pas très loin de ça finalement. Oui, alors on va rester sur cette thématique des salaires, des prolongations et des rumeurs. Alors là, pour le coup, c'est une rumeur, parce que pour Tyronn Lue, c'est acté. Mm. Euh,
il y a Jimmy Butler qui fait l'actu Ouais. en ce moment. Alors, pas uniquement parce qu'il essaie de se taper l'incruste dans le nouveau film Bad Boys avec Will Smith Ouais, j'ai et vu le Martin trailer, ouais. Lawrence. Voilà, trailer très très bon au passage que vous pouvez voir sur Basket Session si vous passez. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se murmure du côté de Jimmy Butler, Shai? Ça fait quelques semaines que l'ambiance est un peu curieuse, je trouve, autour de Butler et du Heat. Il y a bon, le fait qu'il soit blessé, ça, il y est pas pour grand-chose, mais il y a eu, les fameuses déclarations un peu à la volée où il disait que s'il avait été là, ça aurait pas été la même chose et tout ça, et Pat Riley qui, en bon, original gangster, lui a dit, «Quand on joue pas, en gros, on la ferme», je sais plus la formule, mais c'était un peu dans cette veine-là, et il y a des rumeurs, du coup, qui ont un peu fleuri, dans la foulée pour dire que Butler voulait, lui, prolonger au max. Donc il est sous contrat jusqu'en 2025 avec une player option en 2026, qui voulait prolonger au max, mais que le Heat était un peu moins chaud, notamment à cause de l'âge et des blessures qui sont malheureusement récurrentes chez lui. Donc là, la rumeur, c'est que il y a une vraie bataille à venir entre à la fois le Heat et Butler pour cette prolongation. Donc ce serait un deal. Butler voudrait 113 millions de dollars sur 2 ans pour une prolongation de 2 ans, ce qui ferait 161 millions de dollars jusqu'à ses 37 ans. C'est beaucoup, même si c'est quand même un grand joueur. Et à côté de ça, il y a les Sixers qui, là, sont complètement dans la discussion. Daryl Morey, à mon avis, a fait fuiter des informations selon lesquelles il voudrait rattraper l'erreur qui avait été faite il y a quelques années, on s'en souvient tous, de ne pas conserver Jimmy Butler, de ne pas lui offrir le contrat qu'il demandait. Et du coup, ça a démantelé une équipe qui, sur le papier, était assez folle avec Embiid, Totalement Butler, folle. Ben Simmons. Voilà, c'était une très très grosse équipe qui a malheureusement pas pu faire un gros run parce que pour la situation qu'on a évoquée là. Donc il y a une atmosphère un peu curieuse. C'est le Philadelphia Inquirer qui dit que les Sixers ont envie de mettre la pression, de tenter un trade. On ne sait pas de quelle nature encore, on ne sait pas ce qui convaincrait éventuellement Miami de bouger pour Butler quand même, qui est leur joueur marquant des dernières années. Mais ils ont en tout cas envie de tenter et ils sont à l'affût. Si Miami dit à Butler non, on n'est pas prêt à te prolonger tout de suite, peut-être que Butler va leur dire moi j'aimerais être tradé parce que sa priorité a priori là ce serait de signer ce contrat max plus que de rester à Miami, ce qui n'était pas le cas après les dernières finales contre Denver. Il disait je vais finir ma carrière à Miami quoi qu'il arrive et tout. Bon, ça a l'air de changer vite. Et donc là, les Sixers ont l'air de vouloir s'engouffrer là-dedans et de mettre un peu de pression sur à la fois Butler et sur le Heat. Ouais, mais en fait, Jimmy Butler et le Heat qui sont à une croisée des chemins parce que d'un côté, tu as un joueur qui dit mais regardez ce que j'ai fait pour vous. Mm. Je vous ai emmené on a fait 2 finales NBA en 3 ans dans une équipe qui était en partie décimée. C'est moi qui vous ai porté et il a raison. Et de l'autre côté, un club qui dit ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire pour nous à partir de maintenant, Mm. sachant que tu as cet âge-là, il y a cette historique de blessures. En même temps, pas simple parce que vraiment, finalement, cette fameuse hit culture, je veux dire, c'est certainement le joueur qui incarne le mieux cette image. C'est tellement marquant que cette année, même le hit a joué avec des maillots quoi, qui étaient floqués hit culture. Donc Ouais. c'est pour montrer un petit peu, même d'un point de vue marketing, à quel point c'est important cette image. Logique aussi, je trouve que Philadelphie se mette dans la discussion parce qu'on sait que même si ça a été de courte durée, l'entente Jimmy Butler-Joel Embiid a énormément fonctionné, que les deux sont restés potes, que Joel Embiid n'a pas arrêté de dire plus ou moins fort qu'il regrettait énormément que Butler soit pas dans son équipe. Vu la fenêtre d'opportunité pour Philadelphie, on sait aussi que c'est une fenêtre qui est courte, donc faire un all-out sur Jimmy Butler, ça aurait du sens en fait, d'un point de vue sportif. La question de savoir maintenant, c'est voilà, est-ce que c'est un jeu un petit peu un jeu de dupe entre le Heat Ouais. et Jimmy Butler. On sait que Pat Riley n'est pas du genre à se laisser impressionner. Notamment, il suffit de voir comment ça s'est fini avec LeBron à la fin de Ouais. l'épisode Heatles. C'était un peu sans pitié. Donc ça va être un bras de fer plus ou moins. Voilà, je sais pas dans quelle mesure c'est surtout de l'image. Je sais pas du tout. C'est vrai que ça serait. Les deux opportunités, même d'un point de vue sportif, je pense que pour Jimmy Butler, les deux ont du sens en fait. Rester à Miami et faire partie de ces icônes du club, voilà, et tenter encore une fois d'aller le plus loin possible avec une équipe, on imagine, un peu remodelée cet été, ou partir à Philadelphie où là tu sais que le fit il est parfait. Tu mets, voilà, avec ce que Philadelphie a déjà, la place que va libérer cet été Tobias Harris dans la masse salariale, le fit il est idéal pour Jimmy Butler et les Sixers. Donc ça va vraiment être intéressant de voir comment se déroulent les négociations, je pense. Ouais, après la question, alors c'est là que Antoine nous aurait été précieux vu que son surnom c'est Trade Machine. C'est que s'il y a trade, j'arrive pas à imaginer ce que pourraient proposer les Sixers qui satisferait vraiment
le hit, bah, à moins de mettre Tyrese Maxey, mais j'ai pas l'impression que ce soit le projet. Non, c'est clair. Ils sont deux, enfin voilà, ils tiennent à lui. Leur idée, ce serait de faire Embiid Maxey. Après, autour, il y a quelques atouts, mais ça me paraît un peu léger pour convaincre Pat Riley. On a vu qu'en négociation, il n'était pas prêt à faire ce qui ne lui convenait pas sur tous les derniers dossiers qu'ont eu à gérer qu'a eu à gérer le hit. Donc moi ce serait plus ça mon interrogation. Je pense quand même qu'on est dans un jeu de pression, d'agents, même si quand même là les relations se sont quand même tendues. Je pense c'était idyllique à un moment. Riley avait trouvé son joueur, le joueur iconique qui représentait la hit culture, comme tu dis. Et là, le fait qu'il le rabroue publiquement, même si Riley l'a déjà fait avant avec d'autres, hein, mais le fait qu'il le rabroue comme ça, je ne sais pas si ça. J'ai l'impression que ça a quand même un peu refroidi les relations et peut-être pas au meilleur des moments. Mais bon, on verra, ça va être un des dossiers de l'été, à mon avis. Ouais, je sais pas. J'avais l'impression que ça faisait quand même que c'était plutôt un peu sur le ton de la boutade quand même le truc de Pat Riley. Vu la manière dont les mecs du hit se parlent les uns aux autres, j'ai pas trouvé ça particulièrement dur en fait la phase de Pat Riley. Je sais pas. Voilà, Je te fais confiance, c'est toi le spécialiste du hit. Non. C'est ça, T'es je suis étiqueté comme ça. l'insider de Miami en direct de chez moi. T'es étiqueté comme ça par nos suiveurs. Hein, donc. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que le club se régale tellement d'avoir cette image un petit peu de club à la dure, à l'ancienne, où on se dit les choses dans les yeux que j'ai pas prêté plus attention que ça. Par contre, voilà, les questions financières, c'est une vraie question. Effectivement, tu as raison pour la contrepartie. Je sais pas quelle contrepartie pourrait mettre Philadelphie. Est-ce que ce serait dans le cadre d'un deal à 3 équipes, ou ce serait une troisième équipe qui viendrait et qui apporterait les assets que Miami pourrait rechercher? À voir. On l'avait vu venir un petit peu comme cette discussion, cette négociation. Elle n'est pas simple en fait parce que ça aurait été plus simple d'un côté comme de l'autre si Miami avait pu être performant en playoff. Là, effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent du côté du Heat et du côté de Jimmy Butler. Il y a une autre, alors c'est pas tout à fait une signature encore, mais il y a une information intéressante aussi qui est tombée du côté de Bronny James. Voilà, c'est même si à l'approche de la draft, ça reste un joueur qui fait quand même beaucoup parler de lui pour tout un tas de raisons. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les dernières news au sujet de Bronny? Ouais, bah Rich Paul, son agent, qui s'occupera de ses intérêts en NBA. Et qui est aussi celui de LeBron James, évidemment, a confirmé que Bronny allait maintenir son nom à la draft. C'était l'interrogation. On se disait, bon, est-ce qu'il teste juste, est-ce qu'il prend juste la température pour voir quelles équipes il pourrait intéresser? Est-ce qu'après, il va revenir à la fac? On sait qu'il a des propositions. Ce qui est acté, c'est qu'il quitte USC, mais il aurait d'autres propositions pour refaire une année de fac et peut-être être en mesure de davantage convaincre, parce qu'avec son souci de santé, plus le fait que ça n'a pas du tout marché après à USC, c'est difficile de le juger en situation. Et du coup, Rich Paul aurait confirmé que à Wojnarowski et Givoni qui suivent le dossier de près, qu'il allait, qu'il ne se désinscrirait pas. La limite, c'était cette nuit, je crois. C'était ce matin, 6h du matin, et a priori, Okay. il n'a pas retiré son nom. J'ai pas été vérifié encore depuis, mais logiquement, Bronny James sera bien à la draft, et c'est sa seule occasion de s'y présenter et d'être drafté. Il pourra être signé en tant que joueur non drafté, comme 1 million d'autres joueurs qui ont fait carrière après. Hein. Mais voilà, c'est confirmé. Ce qu'on disait hier avec Antoine, c'est qu'il y a 2 workouts qu'il a prévu de passer, c'est avec les Lakers et les Suns. Le reste, a priori, il ne le fera pas. Et c'est que le son de cloche, c'est qu'il sera drafté ou par les Lakers ou par les Suns lors de la draft le mois prochain. Voilà. Ouais, c'est vraiment dur d'y voir clair. La situation, elle est compliquée hein, pour Bronny. T'as raison de parler de ses problèmes de santé cette année. Est-ce que c'est vraiment ce qui a fait dérailler un petit peu le projet? Parce qu'en fait, limite, je me dis que si jamais il devait s'il avait dû choisir de rester à l'université, donc il est entré dans le portail de transfert, là, il peut changer de fac. Derrière, la pression serait peut-être même encore plus grande parce que pour cette saison, il y avait encore des explications sur ses contre-performances ou le niveau moyen affiché, mais l'an prochain, il y aurait plus eu ça. Donc, si la saison prochaine, il réalisait pas une très très grosse saison universitaire, je sais pas s'il aurait encore eu de réelles chances de pouvoir être drafté. J'ai l'impression que quelque part, finalement, c'est peut-être malgré tout cet été le moment où il a le plus de chances de pouvoir effectivement être retenu. Après, c'est dur d'y voir clair hein, dans les intentions du père, du fils, des clubs. Est-ce qu'il y a vraiment des clubs qui seraient prêts à aller chercher Bronny uniquement dans l'espoir d'attirer LeBron? Je sais pas trop en fait, parce qu'on se rend compte.
avec ces playoffs et notamment avec une équipe comme Dallas, l'importance de choix de draft bas en fait même. Ouais. On parle tout le temps des loteries pick et puis on dit ouais deuxième tour de draft ou si tu draftes en 25e, qu'est-ce que ça t'apporte? Au bout du compte, quand tu regardes la manière dont l'effectif des Mavericks est construit cette année, il y a plein de mecs qui ont été draftés bas, qui n'ont pas été draftés du tout, comme Derrick Ouais. Jones Jr. ou qui sortent du deuxième tour. Et en fait, si tu veux vraiment avoir une équipe compétitive, vu la manière dont fonctionne le salary cap actuellement, tu as besoin en fait de joueurs performants qui vont pas te coûter cher, qui seront sur des voilà, qui auront été draftés bas ou sur lesquels d'autres équipes auront pas misé. Du coup, tu peux pas non plus te dire bon bah allez, j'ai le 21e choix de la draft, je vais prendre Bronny. Enfin, je dis ça, je sais même pas qui a le 21e choix, mais tu peux pas non plus balancer, prendre un choix de draft comme ça en l'air. Donc ça va être intéressant jusqu'au bout. Je pense que limite, ça va être c'est un peu dur pour lui, mais ça risque d'être l'une des storylines les plus suivies, même le C'est soir de la draft en fait. clairement, parce que c'est une draft qui va moins passionner que la précédente. Forcément, il y a moins de grands noms. On sait même pas encore vraiment qui sera numéro 1. Enfin, il y a un peu de suspense, mais les gens C'est vont les être Français rivés qui vont sur. la suivre de plus près en fait. C'est clair, on va faire toute l'audience de la draft, je pense. Mais tu as raison, tout le monde va attendre à quelle position va partir Bronny James. Moi, je pense qu'il va être drafté, même si c'est en 55, je pense qu'il va être drafté. Parce que c'est une attraction, même sur le plan marketing, ça peut être une attraction. Après, il ne faut pas oublier, il y a un scénario aussi où Bronny James est finalement un bien meilleur joueur de basket que ce que sur le petit échantillon qu'on a vu. Les tests qu'il a passés là au Combine, alors ça reste que le Combine, hein, il y a des mecs qui ont pété des scores et qui n'ont jamais fait carrière derrière, mais il a plutôt impressionné dans les oppositions et même sur tout ce qui est mesure. À part la taille, évidemment, on en avait parlé, mais le fait qu'il soit plus petit que ce qui était annoncé dans un premier temps, il a plutôt convaincu. S'il fait des bons workouts, il n'y a pas de raison qu'une équipe ne dise pas bon, bah, avec un pic du deuxième tour, ça peut être cool, même indépendamment du fait que ce soit le fils de LeBron James. Ça amène tout un cirque médiatique, ça amènera un cirque médiatique, mais je pense qu'il peut quand même être drafté indépendamment de ça. On est obligé de penser aux implications qu'il y a pour le père. LeBron arrive généralement à ses fins et un de ses objectifs, c'est de jouer en même temps ou avec son fils en NBA. Donc je pense que ça arrivera et pas forcément parce qu'une équipe voudra le signer. Phoenix, je pense que ça a l'air d'être le plan, vu que c'est des journalistes sérieux qui relayent l'idée. Ça a l'air d'être le plan de se dire bah, si on le prend, ça va nous donner plus de chances de convaincre LeBron parce qu'on a déjà Kevin Durant, Bradley Beal, Devin Booker. C'est un long shot, hein, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il le tente. Si c'est une draft qui n'est pas si qualitative que ça, c'est peut-être que c'est l'année où le 22e pick, ça peut être un calcul intéressant, mais je suis d'accord avec toi. Après, encore faut-il avoir la qualité de draft, les scouts qui te repèrent le bon joueur qui va avec l'effectif. Il n'y a pas tant de franchises qui draftent bien régulièrement tous les ans. C'est pas si simple. Donc, bon, ouais, tu as raison, ça va être une attraction. Je pense qu'on le verra dans un training camp en NBA l'année prochaine. Et en fait, même s'il n'est pas drafté, et qu'il décide de passer pro, je pense qu'il y a une équipe qui lui filera un contrat, un truc au training camp, un contrat two-way avec la G-League. Je pense que ça me paraît inévitable. Après, je me trompe peut-être, mais... Alors Two-Way, il a dit Rich Paul avait dit qu'il signerait pas de contrat Two-Way. Donc, Ah ouais, d'accord, direct les... ouais, c'est ce qu'il avait dit avant, mais bon. Effectivement, à suivre, mais par contre, tu as raison de remettre l'accent sur ses qualités de joueur, parce que... Il y en a Au bout du ouais. compte, je pense que la hype le dessert aussi un petit peu. Alors, ses performances universitaires n'ont pas été remarquables, hein, ça c'est clair. Mais finalement, pour sa position, il a quand même 3 éléments qui sont importants. C'est qu'il est extrêmement athlétique, comme ça a été montré lors du Combine. C'est manifestement un très bon shooter. Là aussi, il s'est illustré au Combine. Et il a le potentiel pour être un excellent défenseur pour son poste. Donc finalement, ça reste quand même 3 éléments qui sont importants. Souvent, on dit, si tu as ces 3 éléments, c'est que tu peux faire une carrière pro. Alors ça, je pense que voilà, l'idée c'est bien sûr on n'est pas en train de se dire que ça va être le successeur de LeBron en termes de legacy ou etc. Mais c'est un joueur qui a malgré tout du potentiel. C'est sûr qu'on n'en parlerait pas du tout et que la question se poserait même pas de est-ce qu'il peut aller à la draft si c'était pas le fils de LeBron au vu de sa saison freshman à USC. Ouais. Mais voilà, limite ça m'intrigue maintenant. Et quelque part, il y a un côté de moi où j'ai envie même qu'il soit, que ça soit un bon petit joueur, tu vois, correct. Bah pareil, c'est clair. Parce que voilà, la hype est tellement disproportionnée que bon. Mais il y a eu un moment où il était considéré parmi les meilleurs lycéens quand il était à Sierra Canyon et tout. Moi, je l'ai vu à un match quand ils étaient venus faire un match d'exhibition à Paris là. Oui. Alors c'était un match d'exhibition contre des jeunes Français et tout, mais bah
il est relativement impressionnant de près quand même physiquement, même sans être grand. Ça peut être un joueur de basket professionnel, ça, il n'y a pas de doute. Le fait que ce soit le fils de LeBron fait qu'on en parle et que c'est disproportionné. Mais moi aussi, j'ai presque envie pour lui, vu la pression qui va se manger, que ce soit qu'il soit finalement meilleur que ce qu'on a vu là. Il n'y a pas que lui, hein, USC, ça a été une saison cata en dehors même de sa saison à lui. Hein. Donc il y a le bénéfice du doute encore. Ouais. Allez, pour finir, il y a un match 5 ce soir, le match 5 de la série Minnesota Timberwolves face aux Dallas Mavericks. La série retourne à Minnesota. Qu'est-ce que tu attends, toi, de ce Game 5 ? Alors, il y a le retour probable de Derek Lively. On a suffisamment ici mentionné à quel point il était important et déterminant pour les Mavs. Il a beaucoup manqué au match précédent et Minnesota l'a exploité. Il n'y a pas que ça qui explique la défaite de Dallas, hein, mais logiquement, il devrait revenir. Il a été upgradé. Il est passé de doubtful à questionable, je crois. Donc je pense qu'il sera là parce que Dallas n'a pas envie de jouer avec le feu. C'est à Minnesota, donc c'est pas gagné, même si les Wolves n'ont pas été les plus intraitables à domicile dans ces playoffs. Ce que j'attends, c'est de voir si les Wolves peuvent reproduire ce niveau d'intensité et de confiance qu'on a vu sur le match précédent et qui était un peu absent sur le début de la série. Et puis bon, en étant impartial, parce que peu importe qui passe, moi ça me va. Là, pour le coup, en tant que spectateur neutre, j'ai envie que la série soit un peu plus disputée. Continue d'être disputée, qu'on revoit. Alors, elle était disputée dans les matchs, hein, ça s'est toujours joué à la fin sur le fil, et c'est Dallas qui a bien mieux négocié les fins de match. Mais j'ai envie de revoir encore une partie accrochée. Pourquoi pas une victoire de Minnesota pour qu'on ait un Game 6 assez bouillant ensuite à Dallas. J'en attends pas. J'attends de voir juste si Minnesota peut reproduire ce qu'on a vu au match précédent. Ouais, je suis d'accord avec toi. La question, c'est de savoir si c'était si cette victoire finalement au Game 4, c'était le mieux que pouvait faire Minnesota, ou si c'est effectivement si c'est réplicable et qu'il y a encore une vitesse supérieure à laquelle ils peuvent arriver à passer face à cette équipe de Dallas. On va pas revenir uniquement sur le match 4, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup d'irrespect finalement de Dallas envers Minnesota, ce qui fait que, tu sais, je regardais le match et en fait, si tu regardais pas le score dans les attitudes, tu avais l'impression que Dallas était devant de 15 points en fait. Et en fait, non, longtemps c'était serré, parfois même ils étaient encore derrière au score. Et je pense qu'il y a eu quand même pas mal de suffisance Enfin, il y a eu, je dis pas que c'est l'unique raison pour laquelle les Wolves sont passés, mais je pense qu'il y avait un peu de suffisance de la part de Dallas. Et là, finalement, l'implication elle est vraiment importante parce qu'au-delà du sort de la série, même si je suis pas sûr que les Wolves aient les ressources pour être la première équipe de l'histoire à venir d'un 3-0. Voilà, c'est quand même compliqué. Il y a des implications en termes de repos qui sont vraiment importantes pour Dallas. Je pense que les Mavs ont besoin de finir la série vite pour avoir une chance d'arriver reposés en finale face aux Celtics qui, eux, ont tout le temps devant eux, ont le temps d'attendre que Porzingis finisse de se remettre pour pouvoir attaquer les finales NBA pleine bourre. Donc ce match ce soir, il est important. Moi, j'attends un match ultra concerné en fait des deux parts pour les Wolves parce qu'il n'y a plus le choix. De toute façon, ils sont dos au mur. Et du côté des Mavs aussi, dans l'exécution, l'énergie déployée, je pense qu'il faut qu'ils traitent ce match-là un petit peu comme un Game 7, pas tant pour cette série-ci, même si bien sûr il faut gagner ce match-là pour passer en finale, mais aussi dans l'optique qui est plus grande de ce qui va se passer ensuite, ou qui devrait se passer ensuite. Je veux pas manquer de respect aux Wolves, ils sont toujours en vie, donc ils ont toujours potentiellement une chance d'aller en finale NBA. Il y a un jour où ça arrivera, hein, une équipe qui mène 3-0 et qui perd 4-3. Dans tous les sports, il y a un jour où il y a une équipe qui menait largement et qui s'est fait... Je suis pas sûr que ce soit ce coup-ci, hein, mais... au moins, ils vont tenter d'être cette équipe-là. Ils avaient l'air vraiment décontractés après le match. Ils avaient retrouvé confiance après le match 4, Edwards et Kat notamment. Est-ce qu'ils vont pouvoir reproduire ça? Je sais pas. Ils ont eu beaucoup d'adresses en face. Ils feront pas deux fois la même erreur. C'est-à-dire que, la même erreur. Kyrie et Luka ont tous les deux un peu assumé la responsabilité du truc en disant c'est vrai qu'on n'a pas mis assez d'énergie. Ce que toi, du coup, tu décrivais comme une forme de suffisance. Ils ont dit on n'a pas mis assez d'énergie. C'était à la fois de la fatigue et un manque de sérieux peut-être, je sais pas. Mais moi je pense que ça va être un gros match très très disputé parce que les Mavs peuvent pas se permettre, t'as raison, d'aller jouer un match 6 alors qu'en face ils sont déjà en vacances à Boston, et les Bulls n'ont pas envie de finir de gâcher, ce serait pas gâché, leur campagne a été très très bonne, mais de perdre 4-1, ça ce serait un peu lourd en ayant l'avantage du terrain. Je pense qu'ils seraient assez déçus
après avoir fait tout ça. Et tu parlais de Boston, juste pour petite information, mais Joe Mazzulla a indiqué que Porzingis était très très proche du retour, qu'il avait augmenté l'intensité de sa charge à l'entraînement. Logiquement, il serait pas loin d'être présent au Game 1 des finales si tout se passe comme prévu, comme ils l'ont prévu jusque-là. Ok, super. Bah, de toute façon, nous, on débriefera ce match 5 qui s'annonce excitant demain matin tous les deux. Shai, Absolument. nous, on vous souhaite de passer une excellente journée. N'hésitez pas à passer sur Basket Session, voir tous les contenus qu'on peut vous proposer ou que vous-même, vous pouvez nous proposer par le biais des sessions. Si vous ne voyez pas de quoi on parle, vous trouverez facilement ça sur le site. Vous avez l'opportunité de créer vous-même vos sujets dont vous avez envie de débattre ou de partager des informations que vous avez vu passer. Donc, n'hésitez pas à aller sur Basket Session et nous, on vous dit à demain matin pour un débrief. Moi, j'ai hâte déjà d'être Ouais. au match de ce soir. Je te dis que j'en Pareil. peux plus déjà, Shai. C'est ça, bah à demain. À demain.